15h, 16h sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. Marion Ruggieri. Bonjour et bienvenue dans Il n'y en a pas deux comme elle. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Europe 1 tous les jours, désormais entre 15h et 16h. Autour de moi, la fine équipe du 3 à 4. Olivia de Lamberterie du journal Elle. Bonjour. Florence Bensadoun, idem. Bonjour Marion. Et Benjamin Muller d'Europe 1. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, on a tous en nous quelque chose d'apostrophe. Émission littéraire culte des années 70 et 80. Que ce soit le tout jeune BHL, Françoise Sagan bégayant, Patrick Modiano mutique et bien d'autres encore. Il compile tous ses meilleurs moments dans un coffret qui fleure bon le sapin de Noël. Bernard Pivot, le boss du prix Goncourt, sera notre invité. Avec lui, nous passerons en revue les tendances du jour dans le buzzomètre. Au menu, un buzzo spécial Pivot avec du sexe et le gène de l'infidélité, du foot avec la dernière polémique marseillaise et de l'art avec le coup de griffe de Florence Bensadoun sur Jeff Koons. Et puis nous accueillerons Bérénice Bejo, César de la meilleure actrice pour The Artist. Elle revient dans The Search en salle demain, un film coup de poing sur la Tchétchénie, également réalisé par son compagnon Michel Hazanavicius. Enfin, nous retrouverons la revue de presse et le traditionnel questionnel, mais tout de suite place à notre invité Bernard Pivot. On ne le présente plus, ou presque. Né à Lyon, pensionnaire chez les Frères du Sacré-Cœur, où il se charge de faire la lecture à ses camarades. Élève moyen, mais fou de foot, diplômé du CFJ, Centre de formation des journalistes. Il débute au Figaro littéraire en échange d'un petit tonneau de Beaujolais de la cuvée familiale au rédacteur en chef et à Europe 1. Puis il animera pendant près de 30 ans des émissions littéraires sur France 2. Parmi elles, la cultissime Apostrophe, dont il compile aujourd'hui les meilleurs moments dans un coffret brillant. Bernard Pivot, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, vous allez bien? Ouais, mais très bien. Ça va, j'ai pas dit trop de bêtises sur le CV? Je voyais que vous Non, pas du tout. Vous en amusiez. C'était des petites choses, évidemment, que j'ai un peu racontées, mais qui sont pas les plus importantes, mais qui sont les plus amusantes. Mais qui marquent votre vie, en tout cas. Alors, je le rappelle, Apostrophe, c'était une émission littéraire d'1h15. À l'époque, ça passait le vendredi soir, en deuxième partie de soirée, c'était du direct. Vous parliez littérature avec des auteurs. Et dans ce coffret, vous compilez 12 émissions, en fait, qui vont de 1975 à 1989, qui vous ont emballé, qui vous ont marqué. Si vous deviez en choisir une parmi ces 12, ce serait laquelle? Écoutez, je choisirais probablement, c'est peut-être pas la meilleure, mais la plus emblématique, c'est celle de François Mitterrand, qui dialogue avec 4 écrivains qu'il avait choisis lui-même, c'est-à-dire Patrick Modiano, qui va avoir qui n'était pas encore prix Nobel de la littérature. Il y a Michel Tournier, il y a Paul Guimard, et puis il y a l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie. Et je veux dire pourquoi? Parce que, eh bien là, François Mitterrand est le dernier homme politique, grand homme politique, qui aime la littérature, qui aime la lecture, et qui fait part et qui dialogue avec beaucoup de sympathie, mais beaucoup de facilité avec les écrivains. Alors qu'aujourd'hui, vous prendriez des hommes politiques, je suis pas sûr qu'ils auraient non pas une perche, mais un baobab. Parce qu'alors aujourd'hui, vous dites François Mitterrand lisait beaucoup. Il paraîtrait que François Hollande, lui, lit très peu. Vous êtes au courant? Oui, mais il n'y a pas que lui. Bon, je pense que Fleur Pellerin, la ministre de la Culture. Sarkozy ne lisait pas beaucoup, mais tout simplement c'est parce que à l'époque, sans remonter à la Troisième République, où il y avait Blum, Herriot, Poincaré et d'autres, qui passaient par Normal Sup. Aujourd'hui, ils passent par l'ENA. Et évidemment, la littérature à l'ENA se porte moins bien qu'à le Normal Sup. Est-ce que vous avez lu Merci pour ce moment, dont on parle beaucoup depuis quelques jours? Vous l'avez lu? Oui, bien sûr. De Valérie Trierweiler. Vous l'avez lu en français ou en anglais? Je l'ai lu en version française. Et qu'en avez-vous pensé? Écoutez, alors, je trouve que il y a au départ une transgression morale qui est évidemment très très terrible et que je n'approuve pas. Mais une fois qu'on a dépassé cette transgression, je trouve que le livre est intéressant pour une raison très simple. C'est parce qu'elle raconte en parallèle et d'une manière concomitante 2 déceptions et 2 trahisons d'une certaine manière. C'est-à-dire que la France élit François Mitterrand, elle est avec elle élit Hollande et laissez puis ce gobelet Bernard Pivot. Ce gobelet est un gobelet épouvantable. Je préfère boire à la bouteille plutôt que boire au gobelet. Faites comme chez vous. Et puis elle évidemment elle aime Hollande. Et puis la France va découvrir
un Hollande qu'elle ne connaissait pas, qu'elle a cependant porté au pouvoir, et puis donc déception de la France, et en même temps déception de Valérie Trierweiler qui ne reconnaît pas l'homme qu'elle aime, qu'elle a aimé. Donc, et en même temps, les deux déceptions se nourrissent l'une de l'autre. Et à la fin, il y a une trahison amoureuse, et puis il y a une trahison politique, si on en entend les gens de l'aile gauche du Parti socialiste et des gens de gauche. Donc c'est assez intéressant de voir comment ces deux déceptions se déroulent l'une en même temps que l'autre. Et se retrouvent sous la plume d'une femme. Évidemment, raconté par vous, ça change la perspective. Je sais pas, mais simplement j'ai lu ça comme ça, voilà. Mais là, au final, elle fait le tour de l'Europe, Muller. elle donne la promo un peu partout en Angleterre, beaucoup, elle fait la une des magazines, elle dit du mal de François Hollande, etc. Est-ce que vous pensez pas que ça entache le président? Ça c'est sûr, mais plus globalement l'image, encore une fois, de la France. Ah oui, mais la France a vu d'autres, mais c'est vrai que là, j'approuve pas du tout cette politique de promotion qu'elle mène dans les pays étrangers, qu'elle a pas du tout menée en France, alors que ça aurait été plus courageux de le faire en France et de ne pas le faire à Londres, à New York ou à Rome. Là, je trouve qu'elle a tort, là. Pour en finir avec les polémiques, vous parliez de François Mitterrand qui avait invité à l'époque Patrick Modiano, qui a récemment donc été récompensé par le prix Nobel de littérature. Est-ce que cela vous a choqué qu'une ministre de la Culture, en l'occurrence Fleur Pellerin, n'ait jamais lu Patrick Modiano ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Les hommes politiques aujourd'hui ne sont plus attirés par la littérature comme ils l'étaient autrefois. On peut être un bon ministre de la Culture sans avoir lu Patrick Modiano, hein, ça n'a aucun rapport. Mais c'est vrai qu'elle aurait dû faire l'effort, sachant qu'il avait obtenu le Nobel de la littérature, de lire un livre, ne serait-ce que le dernier qui est sorti il y a quelques semaines. Mais il faut pas pour autant. C'est une erreur. Elle est jeune. Je vous dis ça parce que vous avez quand même dit. Je pense qu'elle n'était peut-être pas désignée pour ce poste. Ah non, moi j'ai jamais dit ça. Ah bon, d'accord. Alors alors on vous a prêté. Ça c'est des bêtises de confrères. Non, alors, ça j'ai jamais dit ça. Alors on ne va pas les colporter. Alors pour en revenir à votre coffret apostrophe, il y a plusieurs épisodes qui sont absolument géniaux. Moi je vais donner la parole à mes petits camarades. Moi j'en ai tout particulièrement apprécié un, qui est celui entre l'écrivain Françoise Sagan et le critique littéraire et penseur Roland Barthes sur l'amour, où elle déclare « Le vrai risque de la vie aujourd'hui, ce n'est pas d'aller au lit avec 6 personnes déchaînées, c'est le risque d'être amoureux. » Oui, mais vous êtes d'accord avec ça? C'est toujours un risque d'être amoureux, mais vous le savez bien. Vous l'avez été. Avec 6 personnes, vous l'êtes encore, avec 6 vous personnes le saurez déchaînées, vous le saurez. Donc vous savez que c'est un risque considérable dans la vie, mais évidemment. Non, mais c'était génial de pouvoir avoir ce genre de conversation avec Françoise Sagan et Roland Barthes. Ben oui, mais ça, alors c'est une émission évidemment que j'ai beaucoup aimé faire parce qu'il y avait que 3 personnes. Il y avait Roland Barthes, le grand intellectuel de l'époque, Françoise Sagan, évidemment la romancière qu'on lit beaucoup, qui est best-seller, et puis Anne Gollon, qui a écrit Angélique, Marquise des Anges, c'est-à-dire un roman très populaire, mais qui est fondé aussi sur l'amour. Rappelez-vous Angélique. Donc c'était amusant de voir quel serait le dialogue entre Anne Gollon et Roland Barthes, entre l'université et puis le roman le plus populaire qui soit. Donc c'était assez amusant. Et donc Sagan, finalement, qui était au milieu, elle a gagné la partie, me semble-t-il. Oui. Et vous êtes assez coquin quand même dans l'intitulé de vos émissions à l'époque, parce que j'ai trouvé ça avec Romain Gary, aussi le romancier Romain Gary. Vous avez fait un dossier sur la sexualité des hommes et lui interroge les sexologues en disant: y a-t-il un moyen de conserver sa puissance masculine? Question qu'il n'aurait peut-être pas posée aujourd'hui avec les progrès de la médecine et qui nous aurait privé d'un chef-d'œuvre qui était au-delà de cette limite. Votre ticket n'est plus valide. Ben oui, comme quoi, vous voyez, la science peut avoir une influence sur la littérature, et vous avez parfaitement raison en disant que il est probable que Gary n'aurait pas écrit ce livre, ce roman-là. Olivia de Lamberterie, qui est notre Madame Nivre dans cette émission. Mais oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vous dire que quand ils étaient petits, ils voulaient faire Bernard Pivot. C'était votre cas, Olivia? Très vite, oui, je voulais faire Bernard Pivot et je regardais religieusement, même quand j'étais petite et que je comprenais rien, vos émissions avec mes parents le vendredi soir. C'était la seule que j'avais le droit de regarder, donc c'était déjà ça. Vous n'êtes pas loin, Olivia, une petite paire de lunettes et zou. Merci Marion Ruggieri. Est-ce que vous pensez, quand on regarde vos émissions, on est plein de nostalgie. Est-ce que vous trouvez pas qu'aujourd'hui les écrivains ils sont plus sages, ils sont moins rigolos, moins décapants qu'il y a une vingtaine d'années, à part peut-être Houellebecq? Oui, probablement parce que il y a une sorte de
on a l'impression que la télévision aujourd'hui à la fois fait peur et en même temps c'est devenu quelque chose de banal. À l'époque encore, vous savez, dans les années 70-80, la télévision c'était quelque chose. Hein. Aller à la télévision, c'était une épreuve. Aujourd'hui, c'est banal. Donc les écrivains y vont, mais en n'ayant pas l'impression de jouer leur tête ou le succès de leur livre comme du temps d'apostrophe. Ouais. De toute façon, le ton a globalement changé, et pas que chez les écrivains, me semble-t-il. Bernard Pivot, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour parler des tendances et de l'actu du jour avec le Buzzomètre. C'est tout de suite. Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. C'est avec vous Marion Ruggieri. Vous accompagne aujourd'hui Florence Bensadoun, Olivia de Lamberterie, Benjamin Muller, votre invité Bernard Pivot, et c'est l'heure du buzzo. Alors le buzzo, cher Bernard Pivot, vous qui êtes attaché au mot, je ne sais pas si vous en connaissez la signification. Le buzzo. Ah non. Le buzzomètre, c'est là qu'on parle des tendances du jour, en fait, des sorties culturelles, de l'actualité, mais à notre manière. Autrement dit, c'est l'heure de l'air du temps. Au menu, on a fait un buzzo pivot, avec du sexe, du foot et de l'art cochon. On va vous expliquer tout ça. Alors Olivia, je commence par vous. Une toute nouvelle étude tendrait à prouver que l'infidélité est génétique. Autrement dit, cher Bernard Pivot, qu'elle serait héréditaire. Olivia. Ce sont des chercheurs de l'université de Queensland en Australie. On peut faire une parenthèse, il y a toujours partout dans le monde des chercheurs qui cherchent des trucs dingues. Plutôt que de chercher des remèdes contre des maladies, ils cherchent pourquoi la tartine tombe du mauvais côté ou pourquoi on boit du jus de tomate dans les avions et jamais à terre. Ceux-là, ils ont travaillé sur l'adultère. Et alors, ils sont sûrs de leurs résultats parce que c'est extrêmement précis. On vous dit 63% des hommes et 40% des femmes seraient infidèles à cause de leur patrimoine génétique. Alors pas tout le monde, je n'ai pas compris dans l'étude comment on savait si c'était la faute de ses parents ou pas. Au début, moi j'ai cru que c'était une fausse information. Je pensais que c'était un truc du Gorafi, ce site d'information parodique. Je me suis dit bon bah voilà, avant c'était là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Maintenant c'est là où il y a un gêne, il y a du plaisir. Et je pensais au procès bientôt de Dominique Strauss-Kahn qui va pouvoir dire je suis infidèle mais c'est la faute de mes parents. Alors, ils sont arrivés à cette étrange conclusion en faisant une étude sur 7300 jumeaux âgés de 18 à 49 ans qui sont engagés dans des mariages d'un côté et des aventures extra-conjugales de l'autre. Alors en examinant les réponses des vrais et des faux jumeaux, je ne sais pas comment, ils ont trouvé l'existence d'un gène qui s'appelle l'AV-PRIA et qui montre, et là le chercheur Brandon Zietch est catégorique, que le profil génétique des individus influence leur propension à avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre que son mari. Je ne sais pas très bien quoi dire de ça, si ce n'est que ce qui est encore plus dingue, c'est qu'ils ont réussi à le prouver scientifiquement pour les femmes, mais pas pour les hommes. Donc si vous êtes une femme, vous pouvez dire à votre conjoint, c'est pas de ma faute, c'est plus nique ta mère, c'est je nique à cause de ma mère. Pour les hommes, non. Les hommes, on n'est pas sûr, c'est peut-être quand même toujours à cause de la perpétuation de l'espèce qu'ils trompent leurs femmes. Alors, autour de cette table, un rapide sondage, Olivia, vos parents? Se tromper, ils sont mariés depuis 50 ans. Céline? Ah oui, mais c'est pas pour ça qu'ils sont fidèles. Non, mais moi, j'ai hérité de leur fidélité. Moi, je suis mariée. Et Florence Bensadoun? Moi, je fais pas de prise de sang. Bon. Bernard Pivot, votre avis sur la question? Vous pensez que c'est héréditaire? Non, je ne pense pas. Non, parce que mes parents étaient très fidèles. Très bien. Et alors? C'est tout, j'ai rien à dire d'autre. C'est noté. Sans transition, Benjamin, peut-on encore croire au foot? C'est la question que vous vous posez après une semaine de scandales, de trafic, de transferts et de rumeurs. Peut-on encore croire au foot et surtout peut-on encore aimer le foot? Alors on va vous poser la question, Bernard Pivot, vous qui êtes, je crois, un amateur de foot, mais d'abord on rappelle pourquoi on peut se poser la question. La semaine dernière, donc coup sur coup, 2 affaires ont secoué le milieu du foot. Je les résume. Tout d'abord celle qui a frappé la Ligue 2. Plusieurs dirigeants de clubs mis en garde à vue, puis mis en examen, soupçonnés de tentatives de corruption. Alors il y a les présidents des clubs de Caen, de Nîmes, les actionnaires aussi de Nîmes, dont un certain Serge Kasparian, qui aurait, selon certains journaux, reconnu son implication dans au moins 3 matchs truqués. Alors truqués, arrangés, achetés, c'est selon, peu importe le mot utilisé. L'enquête est en cours, mais bon, ça sent mauvais. Autre affaire, celle-là, elle frappe l'OM.
toujours la semaine dernière, l'actuel président du club Vincent Labrune et ses deux prédécesseurs Pape Diouf et Jean-Claude Dacier, pareil, tous en garde à vue. Cette fois dans le cadre d'une enquête visant le transfert de certains joueurs. On les soupçonne de malversation et de rétrocommission. L'enquête là aussi est en cours. Tout le monde est présumé innocent, mais disons que pour le climat autour du club, autour de l'Olympique de Marseille, c'est pas terrible. D'ailleurs, selon certains journaux, voilà, la propriétaire de l'OM, qui est Margarita Louis-Dreyfus, un personnage. Voilà, elle serait légèrement agacée par l'affaire, on peut la comprendre. Et devinez quoi, le journal L'Équipe aujourd'hui nous apprend qu'un riche prince saoudien se serait déclaré candidat au rachat de l'OM. Le monsieur s'appelle Al-Walid bin Talal. Alors je connaissais pas. C'est la 23e fortune mondiale. Il aurait une fortune d'environ 23 milliards d'euros. Il a effectivement de quoi acheter un joueur ou deux. On le surnomme le Warren Buffett arabe. Alors va-t-il s'offrir l'OM? Ça on verra bien. On a vu ce que le Qatar a réussi à faire du PSG. On verra si ce prince fait pareil de l'OM. Mais entre ces éventuels matchs truqués en Ligue 2, ces soupçons de malversation à l'OM, ces clubs rachetés par ces riches investisseurs du golf, le foot aujourd'hui n'est pas un long fleuve tranquille. De là à en être dégoûté, je vous pose la question, Bernard Pivot, est-ce que vous êtes dégoûté du foot ou pas? Non. Tant mieux. Non, pas du tout. Mais non, parce que évidemment, je suis scandalisé dès qu'il y a la violence, le racisme, l'argent qui pourrit tout. Bien sûr, tout ça existe, mais pas seulement dans le football. Mais quand je suis sur un stade ou devant mon petit écran et quand je vois un très beau but, pensez bien que j'oublie tout ça. Et quand je me balade en voiture comme ça dans une ville en banlieue et que sur un terrain cabossé, je vois les rouges contre les bleus, ce sont des corpos ou des juniors, je m'arrête et avec un grand plaisir, je regarde jouer, même s'ils jouent pas très bien, parce que c'est ça, quand on aime le football, c'est pas seulement penser à toutes les affaires qui sont derrière. Bien sûr qu'il faut évidemment lutter là contre, et espérons que les autorités du football français et européen et international luttent contre tout ça, je l'espère. Mais en tout cas, vive le football. Vive le football. Enfin, Florence, vous avez 1 minute pour nous dire pourquoi vous n'avez pas envie d'aller voir l'expo dont tout le monde parle, celle de l'artiste contemporain Jeff Koons, exposée à Beaubourg. Ah, Bernard Pivot, je vois que vous soulevez les Non, mais je n'irai pas non plus. Vous n'irez pas non plus. Alors Florence. Alors peut-être pour les mêmes raisons que moi. Alors c'est pas du tout parce que je n'aime pas les chiens, Marion, pas du tout pour ça. Bien qu'il, vous savez, il a fait un énorme chien qui a été vendu l'année dernière plus de 25 millions d'euros. Donc c'est l'artiste contemporain qui vaut le plus cher. Mais tout simplement parce que moi j'adore qu'on bouscule mon regard. Donc c'est pas du tout que je suis choquée. Duchamp, ça a bousculé à une époque, Marcel Duchamp. Mais quand on a mis Jeff Koons au château de Versailles, là j'y suis allée parce que là c'était la connexion des deux qui était complètement détonnant. De voir rappelez-nous en 2 mots ce que fait Jeff Koons. Ouais, donc il fait des choses en acier, en miroir, des grands chiens. Il fait des Mickey, il avait fait Michael Jackson. Il fait des choses qui sont surdimensionnées. Il fait des montagnes de pâte à modeler. Il a mis dans un aquarium 3 ballons de basket qui tiennent en apesanteur. Des bouées crevettes. Voilà, il fait aussi des aspirateurs qu'il met dans des cages en verre. Voilà, donc c'est de l'art contemporain dans le pur jus, qui produit en masse. C'est un art il a un atelier, il a 100 personnes qui travaillent pour lui. C'est pas ça qui me choque parce que les grands artistes, Michel-Ange aussi avait un atelier, et ce n'est pas ça. C'est en effet que c'est de l'art qui est mis en dérision, c'est de l'art en érection, en dérision et de la consommation. Et avoir un Jeff Koons, c'est être riche. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il aime chez Jeff Koons? Non. Et l'art, ça se partage. Donc moi, si je vais à Beaubourg, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de partager, et je n'ai pas envie de consommer, d'autant que c'est H&M qui est le mécène de cette exposition, et que pour l'occasion, H&M va faire un sac, qui est un sac Jeff Koons, un petit sac avec un petit chien dessus, le fameux chien de Jeff Koons, et qui va être vendu le 10 décembre, je le dis à nos auditeurs, à 8h30, entre 8h30 et 11h sur les Champs-Élysées au H&M pour 39,90 €. Je garantis qu'il va y avoir une queue longue comme les Champs-Élysées, que ça sera au journal de France 2, mais que ça n'a aucun intérêt. Bernard Pivot. J'ai rien à ajouter parce que vraiment tout a été très bien dit et moi non plus je n'irai pas. Et je pense que sa place n'est pas du tout à Beaubourg mais plutôt à Versailles, vous voyez, au salon de l'industrie ou du commerce. Voilà. Et moi j'achèterai votre sac, Florence. Merci à tous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Bernard Pivot, Bérénice Bejo et des nouveaux mots. À tout de suite. Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et je rappelle à nos chers auditeurs qu'ils peuvent suivre cette émission en direct et en vidéo sur europe1.fr, réagir également via Twitter avec le hashtag P2CE. Et nous retrouvons Marion Ruggieri avec son invité Bernard Pivot. Alors pour expliquer à nos auditeurs, on parlait avec Bernard Pivot du gène de l'infidélité. Et je disais donc à Bernard Pivot que je fais démentir cette étude puisque j'ai
j'ai une famille, je dirais, relativement volage, Ouverte. et que j'étais pour ma part. Vous avez dit extrêmement fidèle, et je vous ai demandé pourquoi extrêmement. Et là, t'es bien embêté. Non, c'est à la mesure, que je résiste à la tentation. D'où Qui est extrêmement, énorme. puisque tentation peut... Il est fidèle, tout simplement. Voilà. Contrairement à vous, si j'ai bien compris, Bernard Pivot. En même temps, sinon il n'y aurait pas de littérature. Olivia. S'il n'y avait pas d'infidélité, il n'y aurait pas de bons romans. Hein. Vous êtes d'accord? Et toute une partie de la littérature est fondée sur sur l'infidélité, le crime, la trahison, enfin bref, toutes les turpitudes humaines. Et d'ailleurs, dans ce coffret d'apostrophes, vous ne vous êtes pas privé, on le voit, de faire des émissions avec des thèmes sur l'amour, sur la sexualité masculine, oui, bien sûr. sur... Alors il y a l'émission là sur la sexualité racontée par les hommes. Il y en a une autre pendante qui était la sexualité racontée par les femmes, et malheureusement elle est décevante par rapport à celle des hommes. Ah. Voilà. Allons bon. Et Ben non, pourquoi elle est pas terrible. Les femmes ont été un petit peu frileuses. Elles sont, voilà. C'est parce que vous étiez là. Florence. C'est parce que vous étiez là quand Bah, c'était un peut-être, plateau que des hommes. Au contraire, seul homme, j'aurais dû, je sais pas. Peut-être que non, mais il se peut aussi que je n'ai pas bien animé l'émission, que je n'ai pas su faire parler ces dames. Voilà. Alors Bernard Pivot, vous nous avez parlé tout à l'heure de votre moment préféré, c'était avec François Mitterrand, cette émission que vous avez faite avec François Mitterrand. Maintenant, votre pire souvenir d'apostrophe. J'ai pas tellement de pires souvenirs. Peut-être une fois, j'avais invité un écrivain américain qui vivait à Antibes. J'ai oublié son nom, mais il faisait des romans pour l'été. C'était juste avant de partir en vacances. Et on m'avait dit, moi, il vit depuis 10 ans à Antibes. Il parle très très bien le français, donc il n'y a pas de problème. Et puis il vient et il ne parlait pas, mais rien du tout. Alors il comprenait ce que je disais, mais il ne parlait pas. Et alors là, c'est là où il vaut mieux avoir lu le livre, hein, parce qu'évidemment, j'ai raconté le livre à sa place. J'ai raconté, donc j'ai fait les questions-réponses. Et de temps en temps, il disait c'est ça. Ça nous met du baume au cœur ce que vous nous dites, Bernard Pivot, parce que ça nous est arrivé aussi ici en direct, et on a traversé un petit moment de solitude, et j'espère que nos auditeurs nous l'auront pardonné. Alors dans ce coffret, il y a plein de conversations. Il y en a une géniale sur les valeurs de demain entre Jean Edernalier, grand journaliste, polémiste, écrivain, et Daniel Cohn-Bendit. Et Paul Guth. Oui. Et Daniel Cohn-Bendit qui est tout frisoté, qui est extrêmement mignon. Non mais c'est vrai, sur les photos. Vous pensez que des émissions comme ça pourrait encore exister aujourd'hui ? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Je sais pas, évidemment, il faut pas rechercher les mêmes personnages. Et Jean Edernalier et Cohn-Bendit et Paul Guth, c'est des personnages tout à fait particuliers. Mais si on cherche bien, il y a d'autres hommes et d'autres femmes qui sont tout à fait très originaux et très... Olivia ? Et par exemple, quand vous recevez le tout jeune Bernard-Henri Lévy, qui est beau comme un astre d'ailleurs dans les premières émissions chez vous, est-ce que vous avez le sentiment qu'il va devenir quelqu'un de très important ou pas ? Oui. Bernard-Henri Lévy, il a ses émissions sur les nouveaux philosophes, qui est dans le précédent de l'année dernière. Bernard-Henri Lévy, on sait qu'il va devenir quelqu'un de très important. Et d'ailleurs, à propos de la beauté de BHL, le lendemain, comme j'ai eu 2 filles, une de mes filles m'a dit le lendemain, papa, j'ai vu Rimbaud. Alors j'ai dit, t'as vu Rimbaud? Elle connaissait Rimbaud. Chez toi, hier soir. Je dis, comment tu as vu Rimbaud? Mais qui? Il m'a dit, tu sais, ce jeune homme si beau avec une chemise blanche ouverte. Donc, vous voyez. Déjà, succès. Florence Bensadoun, je crois que vous avez regardé Apostrophe, mais sous un autre angle. Alors moi, je faisais la queue pour être parmi le public, et je suis venue voir votre émission avec Saul Bellow, parce que j'adorais Saul Bellow, un Canadien, un grand écrivain, et donc le fait d'être à l'époque, on faisait pas la claque chez vous, on venait juste écouter la parole, on n'applaudissait pas, toute oreille grande ouverte devant Saul Bellow. J'en ai un souvenir, et j'ai retrouvé par curiosité, je me suis dit mais voyons voir, est-ce que je l'ai rêvé ou pas? Et sur le site de l'INA où on peut tout trouver, j'ai retrouvé l'émission et je me vois dans le public, je suis toute contente. Et sinon, quelle émission vous a marqué, Florence? Dans ce coffret, les grands metteurs en scène, parce que Bernard Pivot a quand même reçu pour la dernière fois où on l'a vu vivant, François Truffaut avec Marcello Mastroianni et Roman Polanski. Quel plateau, ça aussi. Et l'émission, elle est dans le coffret. Ça vous a laissé quel souvenir, cette émission? On sent Roman Polanski un peu gêné d'avoir à parler.
Non, pas Polanski. Non, il est jamais gêné, Polanski. Non, Polanski. Alors, gêné, c'était peut-être pas le mot. Mais enfin, il y a les mauvaises... Non, mais il s'était passé quelque chose avant. C'est-à-dire que l'émission ne pouvait pas être lue en direct, toutes les émissions, mais parce que Mastroianni jouait au théâtre le soir. Donc, elle a été enregistrée au Butte-Chaumont à 4h de l'après-midi. Et Mastroianni était là, Truffaut aussi, et on attendait Polanski. Et Polanski ne venait pas. J'ai appelé, on m'a dit « Oh mais non, mais il est pris dans les embouteillages ». Je lui avais pas d'embouteillage. Enfin, il est arrivé avec une demi-heure de retard, et à un moment, évidemment, moi j'étais un peu confus devant, c'est quand même devant Truffaut et Mastroianni. Et j'ai dit « Mais comment expliquez-vous son retard quand même à Polanski ?» Et Mastroianni m'a dit avec un beau sourire « Ah, Polanski, c'est une star !» C'est très élégant et très espiègle. Benjamin Muller, vous n'étiez pas né au temps d'Apostrophe. Non, je crois que ça s'est arrêté en 1989. 89, ouais, 90. J'avais 4 ans, donc pas trop de souvenirs de l'époque. Mais j'ai regardé l'extrait où vous receviez Modiano, une des fois vous receviez Modiano, et déjà à l'époque, il y avait des petits problèmes d'élocution, enfin c'était pas simple de l'interroger. Et quand il a eu prix Nobel, dans son discours, c'est vrai que c'était aussi un peu incohérent, ce qu'il disait, il a beaucoup de mal avec l'oral. Oui. Comment vous expliquez qu'il puisse être aussi doué à l'écrit, et à l'inverse, c'est aussi difficile? L'écrit n'ont rien à voir. Vous savez, vous pouvez écrire de mauvais livres et être très brillant à l'antenne, et puis être très bon à l'écrit et un peu déficient à l'oral. Ça n'a aucun rapport. Hein. Mais là, à ce point, la différence. Oui, bien sûr. À l'oral, il a vraiment du mal. Oui, mais en même temps, c'est très touchant et c'est charmant parce qu'il ne refuse jamais l'interview. Chaque fois que j'ai invité, il est venu. Bon, il sait qu'il ne parle pas tout à fait bien. C'est pas Démosthène, ça c'est sûr. Mais il a ce courage, et en même temps ce charme dans l'hésitation, dans balbutiement parfois. Et puis, alors il termine une phrase et puis parfois il la termine pas. Mais on comprend de toute façon ce qu'il dit. Et il le dit finalement avec beaucoup de gentillesse et surtout beaucoup d'intelligence. Et il nous a fait l'honneur de venir ici, d'ailleurs, sur ce plateau. Bernard Pivot, vous avez animé des émissions littéraires toute votre vie, ou presque. Est-ce que ça vous manque aujourd'hui? Pas du tout. Alors, je précise que, ça au moins c'est clair et net. Je précise que vous êtes patron du prix Goncourt, hein, donc vous avez de quoi... Patron, que c'est que ce mot avec le Goncourt? Non, président de l'Académie Goncourt. Vous êtes président. Est-ce que vous êtes content du prix de la cuvée 2014? Oui, Lydie Salver, oui. Olivia? Et comment vous avez fait? Parce que ce qu'il faut raconter, c'est quand vous êtes arrivé dans le jury du prix Goncourt, plus personne ne lisait. Et grâce à vous, alors je sais pas si vous avez sorti votre baguette ou comment vous les avez menacés, mais depuis que vous êtes là, ils relisent. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, c'est-à-dire que... cette légende? Mais oui, c'est vrai. Il y a deux légendes. Il y a les Goncourt, les jurys ne lisent pas, et il y a votre baguette magique. Non, moi j'ai pas de baguette magique, mais simplement, j'étais pas écrivain, moi, j'étais journaliste. Oui. Donc, et j'ai suivi vous êtes même le seul Goncourt durant toute ma vie. Quand j'étais au Figaro littéraire pendant 15 ans, je faisais le reportage de l'Académie Goncourt. J'ai raconté parfois des choses pas très gentilles d'ailleurs sur eux. Et donc j'avais cette expérience d'Académie Goncourt, et Edmond Chalroux m'a dit écoute, toi qui nous suis depuis si longtemps, dis-nous qu'est-ce qu'on peut changer. Et donc j'ai fait quelques propositions que Edmond Chalroux a dit mais c'est bien, et tout le monde les a adoptées, et puis après on s'est dit mais il faut quand même qu'on lise peut-être davantage, et surtout qu'on communique pendant l'été, qu'on ne se retrouve pas au début septembre en disant mais moi j'ai pas lu ce livre. Ah toi tu l'as lu, moi je l'ai pas lu. Non. Alors on échange pendant tout l'été à la fois des bons points pour certains livres, des mauvais points pour d'autres, et on ne peut plus arriver au début septembre en se disant j'ai pas lu tel ou tel livre qui est loué par 2 ou 3 membres de l'Académie Goncourt. Bernard Pivot, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec la comédienne Bérénice Bejo à l'affiche de The Search qui sort demain, un film coup de poing. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 15h, 16h. Il n'y en a pas deux comme elle. C'est avec vous, Marion Ruggieri. Vous accompagne Florence Bensadoun, Olivia de Lamberterie, Benjamin Muller. Vos invités sont Bérénice Bejo, qui vient de nous rejoindre dans ce studio, et évidemment Bernard Pivot. Elle est née à Buenos Aires, en Argentine, s'est fait remarquer grâce à un film de Gérard Jugnot au titre prémonitoire, Meilleur espoir féminin, a explosé grâce à son rôle muet dans The Artist et revient aujourd'hui à l'affiche d'un film qui sort demain, The Search, réalisé par Michel Hazanavicius. Un film européen. Bérénice Bejo, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Alors, vous êtes connue pour votre rôle dans The Artist, réalisé par Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin. Ce film vous a valu une reconnaissance en France, une reconnaissance internationale. Vous avez obtenu un César de la meilleure actrice. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film étranger. On l'a tous suivi. Est-ce que ça a changé votre vie? Ma vie de tous les jours. Votre vie d'actrice, votre vie de tous les jours, votre vie quotidienne.
sur le moment, puis après on continue à vivre et puis la vie reprend le pas, quoi. Oui. Non, je dis ça parce que pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, et c'est le cas des gens qui nous écoutent, The Search, qui est aussi réalisé par Michel Hazanavicius et qui sort demain en salle, n'a strictement rien à voir avec The Artist. Non. C'est le même réalisateur, mais c'est un film sur la Tchétchénie, les ravages sur la population civile du conflit russo-tchétchène. Pourquoi est-ce que vous avez abordé ce sujet ? Le réalisateur et vous-même. Alors le réalisateur, donc là je parle vraiment en son nom puisque c'est son sujet, c'est son envie, a démarré il y a une dizaine d'années. En fait, on a rencontré la famille Glucksmann. André Glucksmann est une des personnes qui a essayé d'alerter l'opinion publique sur ce qui se passait en Tchétchénie. Et suite à ça, il a fait un documentaire avec le fils Glucksmann sur le génocide rwandais. Voilà. Et on a rencontré des Tchétchènes parce que Raphaël faisait venir des étudiants de Tchétchénie en France pour qu'ils connaissent la France et qu'ils racontent ce qui se passait là-bas. Et bon, au fil des années, on a été au contact de ces personnes-là, donc forcément plus touchés. Et Michel m'a dit un jour, je ferai un film sur cette guerre qui a pas été racontée comme il faut. Qui a été juste racontée du point de vue des Russes et j'aimerais moi la raconter de l'autre point de vue, quoi. Et puis on a vu ensemble en 2009, donc juste avant qu'il écrive The Artist, le film de Zinman, Les Anges Marqués. Et qui est qui se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. Et on suit un petit enfant et sa mère le recherche et on suit comme ça. Lui pense qu'il est orphelin. Voilà. Et c'est la trame de l'histoire de The Search. Voilà. On y suit un petit garçon qui se croit orphelin après que les Russes aient tué ses parents. Il erre à la recherche d'un toit et il va tomber sur une jeune femme qui travaille dans une organisation humanitaire et cette jeune femme, c'est vous. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau film. Moi aussi. D'abord magnifique. Ensuite, extrêmement juste sur la Tchétchénie. Le film est très dur. Il a d'ailleurs été à la fois ovationné et sifflé au dernier festival de Cannes. Comment vous expliquez ça ? Alors, il a été ovationné par le public et ça a été un moment vraiment fort. Et il a été sifflé par des journalistes russes. Donc, il y avait dans la projection de presse, je crois, 3-4 journalistes russes. Et tant mieux. S'ils sont pas d'accord. Il y a aussi un peu la critique. Il y avait pas que. Ah non, après on a été sifflé par des journalistes russes. Après il y a eu des critiques plus ou moins mitigées, mais maintenant la critique est très bonne. Et on a eu des critiques qui étaient mauvaises à l'époque, qui sont revenus revoir le film. Je crois que Cannes c'est un endroit un peu particulier aussi pour voir des films à 8h du matin en ayant dormi 2 heures. Voilà, surtout. C'est compliqué de partir surtout sur 2 heures sur un sujet dur comme celui-là. Florence Bensadoun, vous êtes notre Madame Cinéma et vous avez vu aussi The Search. Et je l'avais vu à Cannes à 8h30 le matin, en effet, après une nuit courte, et il durait un peu plus longtemps que la sortie. 15 minutes de plus. Voilà, 15 minutes de plus. Mais en effet, c'est un film pas du tout facile quand même, il faut prévenir, mais c'est un film tellement utile parce que ça dénonce, puisque la guerre de Tchétchénie n'a pas eu d'image en fait. Ça faisait même pas une minute au journal télévisé, pardon. Donc je trouve que c'est très courageux de montrer la guerre de ce point de vue-là, et l'histoire de l'enfant nous raccroche quand même un peu. Oui, parce que là, on dirait que c'est un documentaire scolaire. Non, c'est pas scolaire du tout. C'est quand même un film bouleversant sur un enfant avant tout. C'est pas. Moi, je trouve que c'est pas que ça. C'est aussi vraiment parce que filmer la guerre, c'est pas facile. Filmer la Tchétchénie qu'on connaît pas du tout. D'abord, vous l'avez pas filmé évidemment sur place, j'imagine. Je sais pas. On l'a tourné en Géorgie, de l'autre côté du Caucase, en fait. Voilà, donc mais c'est quand même dans le Caucase. Ouais. Mais et heureusement que vous êtes là avec l'enfant quand même, parce que vous faites le lien entre toutes les histoires, parce qu'il y a plusieurs histoires qui se croisent. On croise aussi Annette Bening qui est absolument extraordinaire dans le film avec vous. Mais c'est aussi vous passez pas à côté de votre sujet, quoi. Vous traitez vraiment qui parle cette guerre de Tchétchénie. Ouais. C'est pas du tout. Non, mais je veux dire, c'est un film qui reste romanesque aussi. C'est-à-dire qu'on parle effectivement d'un soldat et on suit son cheminement jusqu'à ce qu'il devienne une machine à tuer. Mais c'est un enfant qui a 18 ans, qui subit la guerre, qui a pas décidé de devenir soldat. Et c'est vraiment important de le dire parce que c'est un film qui parle histoires parallèles, qui parle des gens qui subissent la guerre, du côté des soldats qui sont des petits jeunes qui sont pris comme ça et puis qui sont embarqués et qui deviennent des machine à tuer. Et là on a suivi le petit garçon qui voit ses parents se faire massacrer et on suit effectivement en fait comment il va revenir à la vie, quoi, grâce au contact de Carole. Benjamin Muller. Oui, moi j'y allais un peu à reculons au film parce que je me disais voilà, Tchétchénie, ça va pas être très fun, ça va pas être très gai, j'avais pas envie de ça, et en fait ça a été une claque pour moi, mais véritablement, je le dis très sincèrement, la scène du début qui doit durer je sais pas 5 minutes en un seul plan.
Enfin, c'est une scène qui est assez incroyable. D'un point de vue de réalisation, c'est un très bon film. Et je trouve que c'est pas du tout, et je le dis pour nos auditeurs qui pourraient être effrayés, c'est pas du tout un film lourd, pesant, où on ressort avec le bourdon. Je dis que c'est, On ressort pas non plus avec la patate, tout va bien, mais c'est vraiment un vrai bon film. Oui, Et un film. Et peut-être faudrait-il Bernard Pivot. dire pour les auditeurs et auditrices d'Europe 1 qui ne parlent peut-être pas tous l'anglais, ce que signifie The Search. Ah oui. Allez-y, Bernard. C'est la recherche, la fouille. Ouais, Exactement. La recherche, la fouille, la quête, c'est... Oui. Oui. Oui, Mais c'était- alors pourquoi vous mettez pas le titre en français? Oui. Alors, il a pas trouvé mieux. En fait, il a gardé le titre de l'ancien film. Puis Voilà, c'est un film qui est en plusieurs langues. Oui, c'est un film en plusieurs C'est pas langues un- aussi. C'est un film qui est en russe, en tchétchène, en Il anglais. fallait mettre en russe alors, On en aurait pu- tchétchène. Oui, on aurait pu choisir. Enfin, je veux dire, le titre est aussi international que le film, quoi, on va dire. Et puis Mais c'est vrai que la quête, c'était pas très joli, quoi. Non. La recherche. Bah, Mais c'est attendez, pas. mais la recherche, c'est le nom La générique recherche, c'est du joli, plus mais- grand, Un débat sémantique tout de du suite plus avec grand Bernard Pivot. roman du XXe Je suis bien siècle. d'accord. Je suis bien d'accord. Justement, Bernard Pivot s'est déjà pris. Et on peut dire de ce film aussi, Bérénice, je ne sais pas ce que vous en pensez, que c'est un film féministe, parce que c'est vraiment, on suit... Ouais. Bah, c'est les femmes qui sont du côté des ONG, des reporters, qui sont au front pendant que les hommes sont disons sur le champ de bataille, quoi. Mais ça c'était dès le départ, Michel voulait faire un film féministe et mettre les femmes en avant. Mais excusez-moi, mais j'imagine qu'il a Florence, lu, et c'est vous la aussi, Anna Politkovskaya, qui avait remporté Oui. le Grand Prix des lectrices de Elle Oui. avec Tchétchène, le déshonneur russe, Oui. et qui était une très grande journaliste qui a été assassinée en 2006. Oui. Par on ne sait pas qui, mais on devine. On se doute d'où ça vient. Bérénice Bejo, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes à l'affiche de The Search, la recherche pour Bernard Pivot, de Michel Hazanavicius, avec entre autres Annette Bening, qui est éblouissante aussi, comme à chaque fois. Un film européen qui sort demain. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. On se retrouve nous dans un instant pour la dernière partie de l'émission avec la revue de presse et Bernard Pivot en questionnel. Il n'y en a pas deux comme elle. 15h, 16h sur Europe 1, Marion Ruggieri. Merci d'écouter Europe 1 pour cette dernière partie d'Il n'y en a pas deux comme elle. Avant de retrouver Bernard Pivot en questionnel, place à la revue de presse. Qu'est-ce que vous avez lu et surtout qu'est-ce qui vous a plu? Le mot, Olivia. Ben voilà, puisqu'il y a Bernard Pivot. Bernard Pivot qui est quand même le premier invité depuis que cette émission existe à nous avoir dit, est-ce que vous savez ce que Bezo fait en verlan? Oui. Et on s'était jamais posé la question, Bernard Pivot. Voilà. Et grâce à vous, on sait que c'est Zob. Je vous remercie beaucoup. Alors, le mot, Olivia, c'est le elfie, concentration de R et de selfie. Et oui, un mot un poil tiré par le cheveu, je vous l'accorde, mais c'est un mot qui fait fureur sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur lesquels vous êtes très actifs, et sur Instagram. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, c'est un mélange de hair, cheveux, et de selfie, ces portraits qu'on se fait. Les filles qui sortent de chez le coiffeur et qui sont très contentes de leur coupe de cheveux font une photo d'elle et la postent, et il y a des milliers de gens qui aiment les coiffures de Marion Cotillard ou de Jennifer Lawrence. Quelle coiffure est-ce qu'il faut faire? Moi, j'adore quand on invente des mots. Eh bien, il faut poster une photo de soi avec une coupe wob. C'est ce que c'est, Marion? Wob? La coupe wob? Ouais, la coupe wob. c'est du C'est verlan. un mélange de wavy et de bob. En fait, c'est une sorte de Bah, c'est carré Bernard flou. Pivot. Oui, vous êtes un peu coiffé à la wob, Bernard Pivot. Est-ce que vous Moderne. aimez les nouveaux mots? Est-ce que vous aimez les nouveaux mots? Oui, Est-ce oui. que vous les chassez? Ah non, pas du tout quand ils sont amusants, surtout quand ils sont amusants, beaux, oui. Le selfie, Ouais. par exemple, dont Que- on parle. Le selfie. Bah oui, le Ça selfie. vous va? Oui. Bon. Enfin, bon, on aurait pu mettre auto-photo, hein. C'est moins... Ah bah oui, mais vous préférez les mots Autophoto. américains, mais oui. Autophoto, Vous êtes de non. la génération, mais Oh, mais non, si vous saviez mon mais âge. au Québec ils disent autophoto, hein. Oui, mais les Québécois, ils ont le droit. Ils ont le droit. La polémique, Benjamin, la Suède s'écharpe autour de la sortie programmée du 4e tome de la série à succès Millennium, et c'est dans Libé. Dans Libération, oui, Millennium, on le rappelle, c'est 3 tomes, 75 millions d'exemplaires vendus dans le monde, une adaptation ciné, autant dire un vrai carton, dont n'aura jamais pu se réjouir son auteur, Stieg Larsson, décédé en 2004, hors d'une crise cardiaque, alors que le premier livre est sorti en 2005. Donc bonne nouvelle pour les fans de la série, un 4e tome va sortir en août prochain avec un nouvel auteur évidemment, le Suédois David Lagercrantz. Il l'a confirmé avant-hier à la télé suédoise, sans rien dire de l'histoire pour ne pas trahir de secret. La seule chose qu'il a dite, c'est qu'il avait écrit ce livre sur un ordinateur qui n'était pas connecté à Internet pour éviter que des pirates puissent venir choper des... Comme des- Valérie Trierweiler. Absolument, c'est leur point commun. Alors la polémique, parce que oui, il y a une grosse polémique en Suède, résumée ainsi dans Libé, est-ce moralement acceptable de poursuivre l'œuvre d'un auteur mort il y a moins de 10 ans? Eh bien non, pour de nombreux auteurs suédois qui expliquent dans la presse depuis dimanche que cette démarche est, je cite l'écrivaine Christina Olsson,
C'est une saloperie, rendre la vie à des personnages juste après la mort d'un auteur, c'est une saloperie, dit-elle. Un autre auteur explique que la maison d'édition danse sur la tombe de Stieg Larsson, et la femme de Stieg Larsson, Eva Gabrielsson, elle non plus n'est pas emballée, elle dénonce l'opportunisme et la cupidité de la maison d'édition. Mélibé nous explique qu'elle-même avait un temps envisagé d'écrire la suite des livres, c'est peut-être pour ça qu'elle dénonce la cupidité. Enfin bref, un mot sur l'auteur de ce Millennium numéro 4, ce n'est pas un inconnu en Suède, il s'appelle David Lagercrantz. Son dernier livre, est-ce que vous l'avez lu, Bernard Pivot? C'était la biographie de Zlatan Ibrahimovic. Alors un livre encensé par la critique, traduit dans toute l'Europe, livre qui était en lice pour l'Augustpris, qui est le Goncourt suédois, comme quoi on peut être en lice pour le Goncourt en écrivant sur un footballeur. Le monsieur doit savoir à peu près écrire, ce qui veut donc dire qu'on peut imaginer que le livre ne sera pas trop mauvais. Mais maintenant, cette question sur cette polémique, est-ce que vous pensez, vous, que reprendre l'œuvre d'un auteur juste après sa mort, c'est choquant ou pas? Bernard Pivot. C'est ce qui se passe beaucoup dans la bande dessinée. Alors ça se fait couramment dans la bande dessinée. Alors bon, moi je suis pas bien spécialiste de la bande dessinée, je les laisse faire, mais dans le roman, ça me choque, hein, bien entendu. Reprendre un héros, un personnage, bon. Et puis les droits d'auteur en plus sur Millennium sont une affaire sont extrêmement compliquées. 75 millions de livres mais la vendus, famille est compliquée. Alors, Florent. Il faut dire que William Boyd a repris James Bond. Et c'était bien. Oui, vous vous rappelez? C'était bien. Moi, Cri du cœur de William. J'adore William Boyd. Le best-seller, Florence. Depuis la sculpture de McCarthy Place Vendôme, les ventes de plugs anneaux s'envolent en France selon l'Express. Eh bien oui, c'est un nouveau mot qui va nous emboucher un coin, c'est le cas de le dire, parce que on ne le connaissait pas ce mot avant que la statue de Paul McCarthy soit dégonflée sur la place Vendôme, et aujourd'hui, on apprend sur le site de l'Express.fr que les ventes de plugs explosent. Alors avant, on en vendait à peu près une dizaine par jour sur les sites internet qui vendent ce genre d'outils. Aujourd'hui, il en vend plus de 100 par jour. C'est vraiment la reconnaissance du plug dans toute sa splendeur. Mais attention, ce papier nous explique qu'est-ce que ça veut dire to plug en anglais. Ça veut dire connecter, brancher. Mais savez-vous qui se connecte le plus désormais? Non. Eh bien, 60% de femmes. Ce sont les femmes, les grandes acheteuses de plugs. Alors, comme ce sont des femmes, on en a fait des différents modèles. Alors, il y en a en latex, il y en a en verre, en jelly, en acier chirurgical inoxydable. Et ça il y a sert même à quelque chose? Ah, je vais vous expliquer. Il y a même un artisan menuisier qui en fait certains en bois, garantie sans écharde. Ben, il vaut mieux quand même, puisque donc, le plug anal, comme ce nom le dit, se met à la base du corps humain, voyez-vous, pour détendre les muscles. Certaines personnes, c'est le docteur Ben Sadoun qui parle. Certaines personnes dans ce papier sur l'Express.fr le portent toute la journée. Alors, je crois que j'ai pas tout à fait compris à quoi ça doit servir si ça se porte toute la journée. Ils en ont, donc, comme les femmes le portent, on en a fait des bijoux. Il y en a qui sont recouverts d'une feuille d'or. Évidemment, donc plus il y a d'or, plus il y a de bijoux, plus c'est cher. Mais voilà, c'est la nouveauté. Et merci Paul McCarthy de nous avoir fait découvrir ça. Bernard Pivot, je ne vous demanderai pas votre avis, si vous tenez à le donner. Non. Non, je voulais demander si vous en portez vous-même. Alors ça, ce sera pendant la pub. On se retrouve dans un instant avec toute l'équipe et Bernard Pivot en questionnel. À tout de suite. Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et on vous retrouve Marion Ruggieri avec votre invité Bernard Pivot en questionnel. Alors, cher Bernard, vous ne connaissez peut-être pas le principe du questionnel. Vous avez 2 minutes pour répondre à 10 questions. Est-ce que vous êtes prêt? Allons-y. C'est parti. Premier baiser. C'était qui? Avec une femme beaucoup plus âgée que moi pendant des vendanges. Ah, une cougar, comme on ne disait pas à l'époque. Vous aimez bien ce mot? Oui, c'est pas mal. Bon. Vous plaquez tout, vous partez où? En Italie. Question mariage pour tous, l'homme que vous pourriez épouser? Dieu. Dieu, c'est la première fois qu'on nous dit ça, carrément. Vous visez haut, comme on dit. Ah oui, pourquoi pas. Tant qu'à faire. Question rafale, vous êtes plutôt Tinder ou Twitter? Twitter. Julie Gaillet ou Valérie Trierweiler? Alors... ça vous réveille, ça. Physiquement, Valérie Trierweiler. Oui. Et parce que je la trouve très sensuelle, beaucoup plus sensuelle que Julie Gaillet. Voilà, donc Valérie Trierweiler. Pape Diouf ou Pape François? Écoutez, Pape Diouf, je connais pas. Pape François, oui, Pape François plutôt. Oui. Mais est-ce que j'épouse Dieu, donc Pape François? Oui. Beaujolais nouveau ou Juppé branché? Oh bah Beaujolais nouveau. Roland Barthes ou Yann Barthès? Roland Barthes, je l'ai invité.
Enfin, polygame ou polydent, c'est la nouvelle de la semaine, celle-là. Oh bah, polygame. 3 rumeurs circulent sur vous, Bernard Pivot, confirmées ou infirmées. 1, il paraît que vous avez rêvé que vous faisiez l'amour avec les 2 sœurs Williams. Oui, c'est exact. C'est un cauchemar. Hein. Ah oui, d'accord. Parce que déjà une, je me disais, c'est malaise. C'était un cauchemar parce que je me suis retrouvé étouffé entre leurs cuisses gigantesques et leurs bras. Oui, donc ça m'a réveillé, oui, évidemment. Vous aviez bu du Beaujolais la veille? 2, il paraît que vous avez fait votre entrée au Petit Larousse cette année. Alors, quel effet ça fait? Très content parce que le premier livre que j'ai lu quand j'ai appris à lire, ça a été Le Petit Larousse. Donc c'est vraiment un retour aux sources. Et en plus, vous avez fait votre entrée avec le pape François et François Hollande. Quelle cuvée! Excusez du peu quand même. 3, la 3e a déjà été prise parce que il paraît que les jurés du prix Goncourt ne lisent jamais et on l'a déjà faite. Alors je saute à la prochaine. Quel est le dernier livre qui vous est marqué, celui que vous nous conseilleriez? Le Réparer les vivants de Diane de Maëlys de Kerangal. Et puis L'âne et l'abeille de Gilles Lapouge. Chez Albin. Ouais. Chez Albin Michel. Enfin, Bernard Pivot, qu'est-ce que vous allez faire en sortant de ce studio? Je vais rentrer chez moi et je vais écrire peut-être une page de mon prochain livre. Qui sera sur quoi? Ah, je vous le dis pas. Oh, allez Bernard! Non. Un scoop! Mais non, un c'est pas, roman, un essai? En réalité, je sais pas trop. Mais c'est personnel? Non, oui, c'est toujours personnel, oui, bien sûr. C'est agréable de parler comme ça de soi. Vrai ou d'une manière comme ça inventée. Romancée. Bernard Pivot, merci d'avoir été avec nous et merci d'avoir joué le jeu. Je rappelle que les meilleurs moments de votre émission Apostrophe sont désormais disponibles en coffret DVD. À très bientôt. J'espère on se retrouve nous demain de 3 à 4 dans Il n'y en a pas 2 comme elle. D'ici là, nous vous souhaitons un très bon après-midi avec Cyril Hanouna. Cyril, c'est à vous.